Sur ce plateau, pour aller plus loin, Laurence Saillé, Guillaume Balas, Leila Witzman, Chloé Morin et puis sont restés avec nous Myriadec Raffray et Caroline Galacteros. Laurence Saillé, il a bien fait de déclencher cette opération Emmanuel Macron et d'aller sauver ses otages. Alors c'est pas du tout à moi de commenter effectivement la décision du président Macron parce que je n'en ai pas la compétence. Je voudrais juste évidemment faire part de notre grande tristesse parce que la France a perdu 2 de ses enfants et rappeler, comme l'a dit Monsieur Olive, qu'effectivement à chaque fois que des Français prennent des risques à l'étranger, il faut qu'ils sachent qu'ils engagent la vie de ceux qui nous protègent au quotidien. Donc je pense qu'il faut être très ferme sur le sujet et que chacun en vienne à ses responsabilités, mais avant tout tristesse et hommage pour nos militaires que nous avons perdus. Guillaume Balas, négligence, ces 2 Français qui sont partis faire du tourisme au Bénin. Je voudrais rappeler en plus qu'il y a un autre mort dont on parle peu. Le guide. Le guide, on l'a évoqué, effectivement, vous avez raison. Qui a perdu la vie, qui a visiblement été défiguré même. Donc avec une violence extrême dans le traitement. C'est vrai que Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncello sont des héros. Ça serait bien tout de même que, vu la complexité notamment de la situation géopolitique au Sahel aujourd'hui, des menaces auxquelles nous faisons face à des mouvements, comme notamment le mouvement qui a sans doute été à l'origine de cet enlèvement, qui aujourd'hui sont dans une stratégie offensive par rapport à nous. Il serait bien quand même que nous, en tant que concitoyens, nous aidions au mieux notamment ces forces d'intervention extérieures qui tentent de nous protéger en ne leur donnant pas à faire un travail qui n'est fondamentalement pas le leur. Leila Witzman, ils auraient dû rester en France, ces 2 personnes, ces 2 ex-otages. Moi, je serais même un peu plus virulente sur ce sujet. Je trouve même qu'on devrait, quand un pays, le Quai d'Orsay place un pays en zone rouge, on devrait même dire à ceux qui partent là-bas qu'ils bénéficieront d'aucune assurance s'ils mettent les pieds pour du tourisme. Parce que là, c'est du tourisme. Quand on parle d'humanitaire ou d'autres choses, d'autres sujets où il y a une nécessité de présence étrangère, voilà. De ce que j'en sais pour l'instant, effectivement, il ne s'agirait que de tourisme. Voilà. Oui. Moi, je trouve que la planète est assez grande pour pas forcer l'État français à envoyer des troupes pour récupérer des touristes. Il nous reste une demi-heure tous les 7 pour parler de cette affaire évidemment, mais aussi pour parler de ce 26e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est important aussi pour parler d'Europe aujourd'hui, puisque vous avez pu le constater cette semaine, la campagne est bel et bien lancée. Il est 13h26, une très courte pause, on se retrouve juste après dans cette journée. Il est 13h30, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. L'actualité de ce samedi, c'est aussi ce 26e samedi de mobilisation, 26e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Ça manifeste, vous le voyez sur ces images, à Paris, mais aussi à Nantes ou à Lyon. Antoine Lard, vous êtes dans le cortège parisien. Un cortège qui s'est élancé sous une pluie battante ici. Du coup, les manifestants avancent d'un bon pas. La particularité du cortège cette semaine à Paris, c'est qu'il va passer devant 4 universités parisiennes. Une façon pour ces manifestants gilets jaunes d'apporter, disent-ils, leur soutien aux enseignants. Des enseignants mobilisés depuis plusieurs semaines contre la loi Blanquer. Vous savez, ce projet de réforme de l'éducation nationale. Alors, la question de l'école, elle s'est posée pendant le grand débat national et à l'issue, Emmanuel Macron a fait des propositions à ce sujet. Il a notamment promis qu'aucune école ne fermerait d'ici la fin de son quinquennat. Mais manifestement, cette promesse n'a pas convaincu les personnes qui sont mobilisées ici. C'est vrai que ce qu'on remarque ici depuis d'ailleurs le début de la mobilisation, c'est une défiance très grande vis-à-vis du gouvernement et de tout l'exécutif. Les slogans Macron démission résonnent une nouvelle fois dans les rues de Paris. Le cortège qui donc s'était lancé depuis une demi-heure dans le calme, il faut le signaler, malgré un petit moment de tension tout à l'heure, lorsque des policiers en civil ont été identifiés au milieu des gilets jaunes. Ils ont alors été pris à partie verbalement et repoussés vers l'extérieur. Les gendarmes mobiles sont arrivés à ce moment-là pour les protéger, mais tout est rapidement rentré dans l'ordre, notamment parce que les organisateurs de cette manifestation, qui est déclarée et autorisée par la préfecture, ont lancé des appels au calme et ont canalisé les quelques éléments les plus énervés qui voulaient aller au contact de ces gendarmes mobiles. Et grâce à ces messages et à leur intervention, la pression est rapidement retombée et le cortège désormais se déroule dans le calme, encadré de façon discrète par des CRS et des gendarmes mobiles.
Antoine Hollard dans ce cortège parisien des Gilets jaunes avec Maëlle Agostini. Antoine Hollard sous la pluie. Les Gilets jaunes continuent de manifester et la campagne des Européennes entre dans les 15 derniers jours. On va voir ce que cela va changer dans le débat, dans les thématiques aussi qui seront abordées. Cette semaine, évidemment, l'un ou l'une l'un des sujets à noter, c'est l'entrée en campagne du président de la République aux côtés de la candidate de La République En Marche, Madame Loiseau. Pourquoi cette entrée en campagne ? Alors il faut bien voir que pour une élection avec un très faible taux de participation, comme c'est le cas ici, on l'estime à peu près à 40%, l'enjeu pour chacun, c'est finalement de mobiliser ses soutiens. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est un électorat qui vote fortement pour des enjeux européens et qui vote aussi pour soutenir le président de la République. Donc finalement, le fait que le président entre en scène, dramatise les enjeux en disant la menace populiste et notamment Rassemblement national peut conduire au délitement d'un projet auquel vous êtes attaché et installe ainsi ce duel avec le Rassemblement national, c'est une stratégie tout simplement pour mobiliser son camp. D'ailleurs, je note quand même que ça fonctionne parce que à ce stade, les sympathisants LREM sont parmi ceux qui sont les plus enclins à déclarer qu'ils vont aller voter et ils sont aussi parmi ceux qui sont les plus sûrs de leur choix. Ça polarise le débat. Est-ce que c'était efficace pour le président de la République et aussi pour le Rassemblement national ? Ah ben c'est un duo très bien installé. Chacun a besoin de l'autre, hein, d'une certaine manière. Donc là, oui, simplement, je pense que la question européenne, la question de la représentativité politique est quand même un tout petit peu plus large que simplement le duel entre Marine Le Pen et le président de la République. Donc c'est un peu malheureux et c'est aussi sans doute... peut-être à la marge, mais pas tant que ça, à mon avis, ce problème de la déconnexion et du manque de sentiment de représentativité et d'être représenté qui nourrit cet interminable mouvement des Gilets jaunes qui n'en finit pas de, soi-disant, se dégonfler. Outre sa très mauvaise gestion. C'est pas soi-disant se dégonfler, voilà. C'est un fait lorsque l'on regarde les chiffres qui sont publiés soit par le ministère de l'Intérieur, soit par le nombre jaune. Ça fait longtemps, quoi. Mais la mobilisation est en baisse depuis quelques semaines déjà. Mais vous vous rendez compte, quelques mois. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte du reste du monde qui nous regarde. On passe pour des clowns. Nous sommes des clowns. Voilà. Alors on peut nous expliquer que c'est moderne, que c'est ici que les gens ont le droit de s'exprimer. Et je ne parle pas là du caractère noble de certaines revendications, tout à fait légitimes. Je ne parle pas là du fond du mouvement. Je parle de la manière dont est perçue sa gestion gouvernementale aujourd'hui en France, après 6 mois, bien des concessions, beaucoup d'argent, beaucoup de paroles, beaucoup de débats, beaucoup de temps perdu. Stop, quoi. Le reste de la planète bouge pendant ce temps. Et la France paraît un pays où finalement, voilà, on laisse courir. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. On attend. Le problème, c'est que le mouvement a été récupéré, a été dénaturé, a été abîmé aussi par un certain nombre de gens qui n'avaient rien à y faire, mais qui évidemment l'ont instrumentalisé. Et finalement, le caractère vrai et profond de certaines choses qui auraient dû être entendues à cette occasion est étouffé et tu par voilà, cette espèce de truc là qui n'en finit pas, c'est un serpent de mer. Laurent Saillet, pour revenir aux européennes et pour reprendre l'analyse de nos deux spécialistes politiques, comment on fait pour exister dans ce duel qui s'installe ou qui est installé en tout cas par les deux listes qui sont en tête, c'est-à-dire celle de La République En Marche et celle du Rassemblement national? On ne tombe pas dans le piège. C'est-à-dire qu'on parle du projet européen, on parle de nos propositions et de notre positionnement sur l'Europe, parce que nous ne nous laisserons pas enfermer dans ce que, effectivement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen cherchent à installer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils nous proposent? De voter contre et contre. Contre Marine Le Pen et contre Emmanuel Macron. Mais c'est pas ça la démocratie. On a aujourd'hui une situation au niveau de l'Europe qui est difficile, puisque l'Europe aujourd'hui n'est plus, il n'y a plus d'adhésion, il y a moins d'adhésion à l'Europe par les Français, et on doit réconcilier les Français et les Européens avec l'Europe. Rien ne peut se faire sans l'Europe. Donc il faut absolument que cette élection se base sur les propositions
pour l'Europe. Et c'est un véritable piège qui nous est tendu, mais les Français ne sont pas dupes. Et je sens bien que même au niveau médiatique, beaucoup essaient d'installer ce match qui peut paraître un peu appétant parce qu'il nous rappelle le match de la présidentielle. Mais c'est vraiment pas sérieux. Parce que si on ne parle pas d'immigration, si on ne parle pas de lutte contre le terrorisme au niveau européen, si on ne parle pas de la capacité pour nos entreprises à relever les défis économiques, on va passer à côté de cette élection et effectivement, il y aura une grande désillusion. Et j'en reviens au président de la République qui s'engage dans la campagne. On sort du grand débat. Beaucoup de Français n'ont pas reçu de réponse, notamment les retraités, qui ont été fortement taxés et qui, pour beaucoup, ne vont pas récupérer le pouvoir d'achat qui leur a été enlevé. On parle des automobilistes. 7 Français sur 10 prennent leur voiture pour aller travailler et aujourd'hui, les prix à la pompe sont au plus élevé. Donc tous ces Français qui n'ont pas eu de réponse, ils voient un président de la République qui dit circuler, il n'y a rien à voir. J'ai fait quelques propositions, on verra comment on met les choses en place, mais maintenant je m'engage dans le débat européen avec pour seul objectif que de battre le Front National. Et bien je pense qu'on ne sortira pas de la crise ni en France ni en Europe en agissant ainsi. Et les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. Vous vous mobilisez autrement. Vous êtes Gilets jaunes, vous avez une liste pour ces européennes. Quand Madame Galacteros, ici présente, nous parle d'un mouvement faiblissant et dénaturé, vous en pensez quoi? Et est-ce que ça sert encore d'aller marcher, se mobiliser tous les samedis? Écoutez, ce qu'elle a dit est très très juste. Parce que d'ailleurs, ce que toutes les deux ont dit est juste. Moi, j'ajouterais simplement que notre mouvement continue et continuera. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a moins de monde en manifestation qu'il y a moins de gilets jaunes. En fait, maintenant, sur la longueur, les gens se relayent. Une semaine restent à la maison, voire 15 jours, reviennent au bout de 3 semaines. Mais si on continue comme ça, dans 6 mois, on y sera encore. Les politiques ont tort de croire que ça va s'arrêter sans réponse. Pour ce qui concerne le niveau européen, pourquoi nous avons décidé de faire une liste aux européennes? C'est surtout parce qu'il n'y a pas de réponse politique. Il n'y aurait pas de liste gilets jaunes s'il y avait une réponse politique. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes face à un mur, vous vous dites que la seule arme qui vous reste, elle est démocratique. Donc, on essaye au niveau européen de parler de ce qu'on désire faire, c'est-à-dire le RIC et rendre le Parlement européen plus démocratique en demandant que les commissaires soient élus, parce que ça ne sert à rien d'avoir aujourd'hui un programme pour l'Europe, puisque les députés ne font que voter les lois que les commissaires leur soumettent. Le RIC, par exemple, c'était une proposition de la France Insoumise, du Front National aussi. Vous n'avez pas trouvé dans ces partis suffisamment qui puissent vous convaincre de voter pour ces deux partis, par exemple? Dites-moi, monsieur, quand on fait des propositions comme le RIC, on se les applique déjà à soi-même. Nous, si demain nous avons des députés, nous appliquerons le RIC dans nos permanences. C'est-à-dire que chaque loi qui nous seront proposées au Parlement européen, nous les soumettrons dans nos permanences aux citoyens qui viendront s'exprimer et on les votera à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'on est prêt à pas voter pareil, même au sein du même groupe. Juste pour que ce soit le citoyen qui choisisse quelle loi on doit approuver ou rejeter. Donc on essaye par tous les moyens avec la base, parce que vous savez, c'est la société civile. La société civile n'a pas forcément la base, n'a pas forcément les armes ni les moyens d'agir actuellement. Parce que quand on vote tous les 5 ans, on donne un blanc-seing. Mais le problème, c'est que ces 15 dernières années, aucun président n'a respecté le programme pour lequel il a été élu. Aujourd'hui, s'il y a des gens dans la rue, c'est une forme de révolution culturelle. C'est une demande de changement. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, mais, mais je parle maintenant force est de constater qu'il a mis en place une grande partie des choses qu'il avait promis pendant sa campagne. Mais sa campagne ne colle pas forcément avec les besoins du terrain. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre Macron. Il n'avait pas dit qu'il allait appauvrir les retraités. Hein. Ah, il a fait d'autres choses aussi, c'est sûr. Et on peut être d'accord ou pas, mais ça, je suis d'accord. Mais on n'est pas contre Macron. On est contre ce qui se passe actuellement dans le pays. Avant de vous entendre, Guillaume Balas, juste un petit détour par Lyon, où les Gilets jaunes sont mobilisés également aujourd'hui. Antoine Forestier, vous êtes avec eux.
Exactement, nous sommes sur la place Bellecour, en centre-ville de Lyon depuis maintenant un peu plus d'une heure et ils commencent à affluer. Ils sont déjà plusieurs centaines à se retrouver ici. Le point de départ de cette manifestation qui est censé s'élancer à 14h. Il reste encore un petit quart d'heure pour que tout le monde arrive. Si on se fie à la page Facebook des Gilets jaunes lyonnais, il y aurait 1300 participants, c'est ce qui a été annoncé sur cette page, et 5000 personnes se sont dites intéressées par cet événement. On verra cet après-midi s'ils sont plus nombreux que les semaines précédentes. Selon la presse locale, ils étaient à peu près 500 lors des précédentes manifestations à Lyon. À noter que la préfecture habituellement interdisait une zone en ville, mais ce week-end, il y a 4 zones qui seront interdites pour le parcours. Un parcours qui a été déposé en préfecture. On sait donc par quelle rue transiteront les Gilets jaunes cet après-midi. Ils partiront de la Presqu'île, ils iront sur la rive gauche, la place Jean Massé, l'avenue Jean Jaurès, la cour Gambetta, et puis retour ici à la place Bellecour aux alentours de 18h. À noter que des personnalités assez connues des Gilets jaunes sont présentes. On a pu apercevoir déjà Jérôme Rodriguez ainsi que Sophie Tissier qui ont fait leur apparition il y a quelques minutes. Voilà les Gilets jaunes lyonnais qui sont en train de se mettre en place tout doucement pour un départ de cette manifestation prévue aux alentours de 14h. Merci Antoine Forestier donc à Lyon pour BFM TV. Guillaume Balas, le plus important pour vous aujourd'hui pour changer les choses, qu'est-ce que vous proposez pour l'Europe le 26 mai prochain? D'abord, la première chose que je veux dire, c'est moi, je suis très en colère sur ce qu'on est en train de faire de cette élection-là. Je suis député européen. Je sais à quel point le Parlement européen, ça a du pouvoir, contrairement à toutes les bêtises qu'on peut entendre sur le sujet. Et parfois beaucoup plus que le Parlement national. Parfois même beaucoup plus que le président de la République ici. Or, le problème, c'est qu'on a transformé cette élection en une élection intermédiaire où Macron, un peu inquiet de savoir s'il va pouvoir survivre politiquement à tout cela, transforme le match avec son sparring partner préféré, c'est-à-dire en fait le Rassemblement national. Or, ces gens-là ont une double particularité, c'est qu'ils n'ont aucun allié au niveau européen, puisque M. Macron est complètement seul aujourd'hui. Il s'est totalement isolé des autres Européens. Il aura la plus grande difficulté, et notamment ses parlementaires, à pouvoir peser au sein du Parlement européen. Et il n'a pas fait de programme européen. C'est-à-dire que La République En Marche a décidé dans un coin de quel était son programme, sans aucune cohérence au niveau du continent. C'est exactement pareil pour le Rassemblement national. Vous allez me dire, ils sont cohérents, ils sont nationalistes. Donc c'est difficile de faire des programmes avec les autres quand vous êtes nationaliste sur le plan européen. Ils n'ont servi à rien pendant 5 ans. Le Front National, ses députés, n'ont servi absolument à rien. Mais ça, on est en train de dire aux Français, ça ne compte pas aujourd'hui l'Europe. Ça n'a aucune importance l'Europe. Ce qui est important, c'est nos petites histoires politiciennes françaises et le petit match Macron-RN. Alors moi, je vais vous dire, pourquoi j'ai soutenu et pourquoi j'ai rejoint la liste de Benoît Hamon. Parce que justement, c'est un programme et un projet européen qui a été fait par 13 mouvements européens. 43 pages, on est les seuls à avoir fait ça. 43 pages communes. On dit la même chose au Danemark, en Pologne, en Allemagne ou en France. C'est fondamental. Si jamais vous n'avez pas une logique européenne pour une élection européenne, il faut arrêter les élections européennes. Et moi, je comprends les Français qui se disent, mais on m'explique que c'est une élection européenne et en même temps, on ne me parle que de sujets nationaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du Parlement européen? Je vais prendre un exemple. On parle depuis tout à l'heure de la répartition des richesses, de la question de la justice sociale. Et chacun y va de sa petite idée du SMIC européen. Vous savez, alors déjà, il faudrait se renseigner. Il faudrait savoir ce qui s'est passé. En 2016, j'ai fait voter, donc je suis bien placé pour le savoir, par le Parlement européen, le principe d'un SMIC par État, d'un salaire minimum par État, qui est à 60% du salaire moyen. Et c'est une avancée majeure. Pourquoi ? Parce que ça augmente les salaires partout. Et ça a été approuvé par une majorité du Parlement. Et en France, ça fait 1 340 € pour le SMIC en net, c'est-à-dire 140 € supplémentaires. C'est-à-dire une dynamique positive pour l'Europe, qui dit aux gens, et notamment aux classes populaires, vous pouvez avoir aujourd'hui une autre politique européenne, vous pouvez vous rassembler pour faire une autre politique européenne. Ça a été possible puisque le Parlement l'a voté. Et ça a été le cas sur d'autres sujets. Donc moi, je suis assez, vraiment en colère de voir qu'on est en train de faire de cette élection quelque chose qui, je vais vous dire, si la France a perdu depuis 20 ans de l'influence au niveau européen, c'est à cause de ça. C'est parce que, en réalité, toutes les élites politiques, économiques, un peu médiatiques aussi parfois, ont pris comme décision de ne pas prendre au sérieux l'Europe. Eh bien, moi, je crois qu'il faut prendre au sérieux l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe peut faire concrètement? Vous avez donné l'exemple du SMIC, c'est intéressant, mais on le voit, les Français ne se passionnent pas pour cette élection et vous en avez peut-être une part de responsabilité, nous en avons peut-être aussi une part de responsabilité. Quelle est la principale priorité pour vous
pour l'Europe de demain? L'investissement, c'est évident. On voit bien aujourd'hui qu'au niveau européen, nous avons les moyens par divers biais techniques dans lesquels je ne vais pas rentrer, la Banque publique, la Banque européenne d'investissement, la Banque centrale qui peut garantir des prêts, la question du budget européen qui doit avoir ses ressources propres pour faire quoi? Et là, c'est très très concret. Ça change je quoi vais pour vous la donner vie un d'un exemple. Français, par Je vais vous exemple donner un. Parce que c'est ça que les gens veulent savoir. Pourquoi aller se déplacer le 26 mai prochain? Aujourd'hui Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Cette entreprise dont vous savez qu'elle fait de la fonte, hein, les plaques d'égout, va être achetée par les Chinois. C'est-à-dire que nous allons aujourd'hui perdre la souveraineté sur cette entreprise. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait 500 milliards d'euros par an aujourd'hui pour faire un grand plan d'investissement vert qui permet de faire quoi? De transformer notre industrie avec un double objectif, assurer l'emploi, donc la formation qui va avec, changer les techniques. On peut faire aujourd'hui de la fonte sans émissions de carbone. Eh bien, si on ne donne pas les moyens aujourd'hui à Pont-à-Mousson de pouvoir changer les techniques, on ne pourra pas le faire. Et c'est absolument fondamental, faire cela dans le respect aujourd'hui des métiers et dans le fait que les gens trouvent des emplois. Si jamais nous ne créons pas ce choc d'investissement au niveau européen, alors la France ne le fera pas. Ça, je le sais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-nations sont incapables de pouvoir faire cela. Donc, si nous voulons réunir et le social et l'écologique, eh ben, l'Europe, ça peut être un formidable outil. Il faut qu'on s'en saisisse, mais donc il faut qu'on en parle. Avant d'entendre Laurence Saillet, un petit détour par Nantes, où se trouve Guillaume Bertrand pour BFM TV. Nantes, comme Lyon, épicentre de la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi. Oui, effectivement, il y avait un rassemblement qui était prévu un peu plus tôt ce matin. Il n'avait pas vraiment rassemblé les foules, mais cette manifestation qui a débuté à 13h a elle plus de succès auprès des Gilets jaunes. Vous le voyez sur ces images d'Hugo Marseille. Il y a quand même pas mal de Gilets jaunes dans le centre de la cité nantaise. Alors, les informations dont nous disposons, ce sont celles de la préfecture de la Loire-Atlantique. C'est le préfet Claude Darcourt qui a indiqué hier qu'il s'agissait d'un rassemblement du Grand Ouest. Et toujours selon le préfet, 2000 personnes sont attendues, dont 500 personnes de l'ultra-gauche. C'est pourquoi un dispositif inédit a été mis en place, sans qu'on sache pour autant les chiffres exacts de présence des forces de l'ordre. La sécurité des chantiers a notamment été renforcée. Des contrôles ont été effectués sur les routes et dans les gares. Cette manifestation, ce cortège, ce rassemblement, eh bien, il est là pour protester contre la répression policière excessive nantaise. Rassemblement qui a débuté donc il y a 50 minutes dans le calme. Merci Guillaume. Guillaume Bertrand donc à Nantes avec Hugo Marseille. Ça y est, 500 milliards d'euros pour protéger nos entreprises, les entreprises européennes. Bonne ou mauvaise idée? Alors nous, ce que nous proposons pour protéger nos entreprises, c'est de les rendre plus compétitives, et ça se fait au niveau européen. Et nous proposons aussi une barrière écologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous importons des produits, nous estimons qu'ils doivent être soumis aux mêmes contraintes. Mais lorsque vous questionnez... Vous savez que ça a été voté par le Parlement européen? Oui, ça s'appelle l'ajustement carbone aux frontières. Ça a été voté au Parlement européen. En tout cas, elle n'est pas mise en place. Mais je ne vous ai pas coupé, si vous permettez. Non, mais c'est juste pour savoir si vous savez. Oui, je sais, merci. Mais dans les priorités, puisque c'est important que chacun puisse exprimer ses priorités, il y a un sujet prioritaire qui est exprimé par les Français et les Européens, c'est la lutte contre l'immigration de masse. Et ça, si on n'agit pas au niveau européen, on ne pourra pas le faire uniquement au niveau national. À partir du moment où on décide de ne pas laisser entrer, accoster les bateaux, puisque c'est une décision courageuse qu'il faut prendre. Courageuse, vous trouvez, de laisser les gens aujourd'hui mourir dans la Méditerranée? Vous avez une position, monsieur, j'en ai une autre, si vous la permettez, c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le même parti politique. Écoutez, c'est lâcheté aujourd'hui de l'Europe. Et vous, ce n'est pas de la lâcheté de dire... Ce n'est pas de la lâcheté, vous, de dire aux gens qui peuvent monter dans les centres de migrants qu'il y a aujourd'hui en Libye, où vos impôts et les miens sont en train de faire des choses qui sont incroyables, viols, pillages. Vous êtes heureuse de ça? Je vais continuer. Vous êtes heureux de dire aux migrants de monter dans les bateaux et de mourir en mer? Non, justement, c'est pour ça qu'il faut une agence de sauvetage européenne. Est-ce que vous les êtes heureux, monsieur? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut organiser l'immigration plutôt que d'avoir un discours démagogique comme vous avez. C'est incroyable. Essayez de respecter les débatteurs, s'il vous plaît. Oui, mais je ne respecte pas ces idées. C'est quand même important, si vous voulez donner une bonne image des députés européens, montrez déjà qu'au moins on peut débattre entre nous dans le calme et avec respect et politesse, sans couper sans cesse la parole des autres. Oui, il faut au niveau européen se mobiliser, il faut avoir le courage de dire que les bateaux ne doivent pas accoster, il faut renforcer les frontières de l'Europe et il faut aussi se mobiliser dans la lutte contre le terrorisme. Parce que bien sûr, ça se fait aussi au niveau européen avec des meilleures coopérations. Il y a des systèmes mis en place, mais on peut améliorer notre coopération. Ce sont des sujets qui sont essentiels. Le bouclier que nous voulons mettre en place
place aussi contre l'islamisme, parce que, regardez le retour par exemple des djihadistes, si vous permettez aux djihadistes, si certains pays permettent aux djihadistes de rentrer, une fois qu'ils sont dans l'espace Schengen, évidemment, on ne peut rien faire. Ce sont des sujets forts, des sujets importants, et les Français ne se réconcilieront avec l'Europe que si on leur parle de ces sujets qui les concernent et qui concernent leur quotidien. Parce qu'on peut faire des grandes théories, mais évidemment, bien sûr, l'immigration, c'est un sujet essentiel, il faut en parler et en parler sans tabou si on veut que les Français croient en nouveau en l'Europe. Lila Witzmann, terrorisme, immigration, protection des entreprises aussi, qu'est-ce qui vous paraît être le plus important aujourd'hui pour l'Europe de demain? Sur le plan du terrorisme, ce que je peux dire, c'est que c'est pas pour rien que nos soldats sont aujourd'hui au Sahel. Ils sont pas pour rien qu'ils sont aujourd'hui en Syrie. C'est la lutte contre le terrorisme déjà à la base. Après, nous avons la lutte. Il y a plus beaucoup de soldats français en Syrie, à part peut-être pour quelques forces spéciales. Oui, mais ils sont là, justement, pour lutter contre la propagande. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important pour l'Europe? La priorité numéro 1 sur votre liste. Je vais vous dire, aujourd'hui, ce qu'on a, je veux dire, le petit débat auquel on a assisté, c'est ce qu'on assiste à chaque élection. Et avant de pouvoir changer l'Europe et la rendre intéressante, parce que je vais vous dire pourquoi la plupart des Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Parce que lorsqu'il y a eu le vote sur le traité constitutionnel européen, les États se sont assis sur le vote des Français. Parfaitement juste. Et il y a déjà, à la base, un rejet, parce qu'ils ont rejeté les conditions du traité déjà il y a quelques années. Donc comment on change ça? On change ça en essayant de rattraper et de changer les traités. Et déjà, il faut rendre les commissaires, il faut les élire déjà là à la base, parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont cooptés. Ils proposent des lois à des députés qui vont les voter alors qu'eux sont élus au suffrage direct. Donc il y a un problème déjà de structure. Parce qu'on a beau avoir un programme, si vous ne pouvez pas le proposer et l'appliquer, c'est les commissaires qui vont choisir ce que vous pouvez faire ou pas faire. Donc il y a déjà un problème structurel. Protéger nos entreprises, oui, évidemment, mais il ne faut pas être démagogique. Les traités sont tels qu'ils sont. Tant que les traités ne seront pas négociés, on aura beau avoir de belles paroles, on ne changera pas grand-chose. La priorité pour vous, c'est donc de changer les traités, c'est votre avis en tout cas. Oui, lundi soir... C'est celui... Enfin oui. Lundi soir, sur BFM TV, soirée exceptionnelle qui vous est consacrée. La France dans les yeux, pendant 3 semaines, nous avons sillonné cette France à la rencontre des Français comme Régis, 55 ans, qui vit à l'euro près. Mélanie Bontemps, Étienne Grelet avec Quentin Bollier. Depuis le mois de décembre, Régis Sauzin, père célibataire de 55 ans, est chargé de l'entretien du cimetière de Sérignon, à côté de Béziers. Donc je nettoie tout le quartier, il faut tout le temps que ça soit propre. Pour Régis, en intérim depuis une dizaine d'années, cet emploi stable est une bouffée d'oxygène. Trouvez-moi quelqu'un qui a traversé la rue et qui a trouvé du travail. Ça me fait rire, quoi. Moi, je me suis battu. Parce que si tu te bats pas, maintenant, t'as rien. Après, c'est vrai que c'est dur, on se dit des choses. Moi, souvent, j'ai pensé des fois à faire une connerie, mais j'ai mes enfants dans ma tête et c'est ça qui me sauve. Et puis, je suis pas foutu encore à 55 ans. Lorsqu'il fait les courses, ce père de famille divorcé fait attention à chaque dépense. Son budget maximum, 200 € par mois. Ça, c'est pas trop cher. Hein. Vous faites attention à tout? Ouais, je fais attention à tous les prix. Ouais. Ouais, c'est obligé. Vous en avez eu pour combien? Exactement, on en a eu pour 26 €. C'est raisonnable, donc la prochaine fois, on fera un peu plus de courses. Il y a 5 ans, comme il n'arrivait plus à s'en sortir, il a fait appel au secours populaire. Comment on franchit le pas de se dire, bon bah, là j'ai besoin d'aide? On est au chômage, après on devient au RSA, et au RSA on n'y arrive plus. On n'arrive plus à payer ses factures, on n'arrive plus... Voilà, c'est comme ça qu'on descend. Allez, bon appétit à tout le monde. Eh ben, bon appétit à tout le monde. Comme Régis, près de 6000 personnes ont fait appel au secours populaire de Béziers en 2018. C'est 10% de plus que l'année précédente. Voilà, et Régis et d'autres seront sur ce plateau lundi soir à partir de 20h30 et nous attendons évidemment vos réactions. Merci à tous les 5 d'être venus ici aujourd'hui pour débattre. Dans un instant sur BFM TV, c'est Priorité au décryptage. Je vous retrouve à partir de 18h en direct pour le retour des ex-otages français. Donc émission spéciale à vivre en direct sur BFM TV. À tout à l'heure.